Bonsoir les amis. Alors, en ces temps de morosité, on va continuer notre découverte de ma magnifique région, la Franche-Comté. Voilà, alors j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Et donc là, aujourd'hui, nous allons parler d'une des spécialités culinaires incontournables de la région, la cancoyote. Alors, la cancoyote, comment décrire ce fromage si particulier? Alors, bien prononcer cancoyote et non pas cancayote, comme j'entends souvent. Voilà, donc c'est un fromage à pâte fondue qui est obtenu à partir d'un mélange de metton. Alors, le metton, c'est du lait écrémé écaillé. Voilà, et donc le metton, on mélange à de l'eau et ensuite on met du beurre en fin de préparation. Alors, le beurre, si on est comme ma grand-mère, c'est au feeling, on met la moitié de la tablette. Mais bon, c'est selon les goûts. Ma grand-mère était très très gourmande, donc forcément, voilà, ça se dépend. Donc le fromage est un fromage maigre, n'excédant pas 8 à 12% de matière grasse, qui est, c'est selon la quantité de beurre incorporé en fait. Voilà. Sinon, pour la partie historique, lors de la Première Guerre mondiale, la cancoyote a été mise au point, stérilisée et mise dans des boîtes en fer blanc qui étaient destinées aux jeunes soldats franc-comtois envoyés au front. Cela jouera un grand rôle dans sa diffusion auprès des autres régions et voilà, pour se faire connaître. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, la vente du metton, qui sert donc à la fabrication de la cancoyote, était libre en France, non soumis au rationnement, car ça ne contenait pas de matière grasse, puisque le beurre, on l'ajoute à la fin. Voilà, donc c'était déjà ça qu'on pouvait avoir. On appelle donc communément la cancoyote la colle en raison de sa consistance. Alors, je vous laisse en juger par vous-même. Rien ne vaut une démonstration. Hop, cancoyote, la cancoyote. Voilà, on va y arriver. Une bonne petite cuillère. Regardez, voir. Alors, voilà la cancoyote. Ouh, ça coule. Mon Dieu, je vais m'en mettre partout. Voilà, donc ça, c'est de la cancoyote. Voilà. Ça colle au palais. Et là, moi, j'en ai toujours chez moi, parce que déjà, moi, je suis fan. Mes deux chiens, qui sont deux bulldogs anglais, adore la cancoyote, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, alors ça j'adore, mais là c'est de la à l'ail. Donc en fait, là si vous mangez de la cancoyote à l'ail avant un rendez-vous amoureux, c'est mort, faut pas y aller. Même en se lavant les dents, c'est... Non, c'est juste pas possible. Voilà. Donc sinon, pour préparer le metton, les anciens déposaient le lait dans des grandes écuelles en bois ou des terrines vernies, venues de Boux, un petit village situé près de Marnay, dans lequel j'ai d'ailleurs passé quelques vacances chez mon parrain avec ma cousine Sophie. Ma cousine Sophie qui d'ailleurs en ce moment vit à Wallis et Futuna et à qui je fais des gros bisous. Donc je me rappelle de nos expéditions à la ferme avec nos bidons en fer pour aller chercher du lait frais tout droit sorti du pis des vaches. Oh, qu'est-ce que c'était bon, le lait était encore chaud, enfin c'était... Oh là là, c'était merveilleux. Voilà, avec nos bidons et tout... C'était génial. Voilà, donc, bon, pour revenir à la cancoyote, le lait, donc, reposant dans des larges récipients, la crème était délicatement retirée avec des poches à écrémer. C'est des sortes d'écumoires en cuivre. On procédait de la même façon pour récupérer ensuite la seconde crème qui se formait sur le lait reposé. Une fois toute la crème retirée, le lait restant dans la terrine était abandonné à une acidification naturelle. Putain, c'est dur à dire, acidification. Bref, pour faire ça, donc, on plaçait le lait dans un lieu à température élevée, entre 20 et 30 degrés, donc souvent au coin de l'âtre ou du fourneau. Donc une fois la coagulation obtenue et selon la quantité obtenue, on plaçait le lait caillé dans un linge formant un sac qu'on pendait souvent à l'espagnolette de la fenêtre. Vous savez, l'espagnolette, c'est pour tenir les deux fenêtres ensemble. Voilà, souvent au-dessus de l'évier. Le caillé, oui, parce que ça coulait. Le caillé faisait un bloc. Et si la quantité était plus importante, on le mettait dans une bassine de terre chauffée au bain-marie entre 60 et 80 degrés. La pâte se rétractait et finissait par se purger de son petit lait. On la mettait alors dans une petite toile pour qu'elle continue à s'égoutter, et il fallait lui faire subir une pression pour qu'elle soit complètement égouttée et avoir un metton blanc et sec.
Donc, c'était pas de tourpeau, quoi. Hein. Fallait la mériter, la cocoyote. Donc ensuite, on émiettait les pains de méton blanc. Le méton devait être gardé au chaud plusieurs jours. On plaçait la terrine dans l'âtre ou près du fourneau. Une légende dit qu'on plaçait la terrine de méton sous le plumon de la ménagère. Sachant que le plumon, c'est l'édredon, je vous laisse imaginer l'odeur dans le lit conjugal. Personnellement, j'ose même pas imaginer l'odeur, le tue l'amour, quoi. Et donc, on mettait ça sous l'édredon parce que c'était fait en plumes d'oie qui sont réputées extrêmement chaudes. Moi, c'est bon, je ne dors plus dans la chambre quand j'ai du méton sous l'édredon. Hein. Donc, on reconnaissait qu'il était à point, donc à l'œil, au doigt, au nez. Donc, à l'œil, il devait avoir une couleur jaune dorée, avec des petits reflets légèrement verdâtres. Oui, c'est charmant. Donc, c'était signe qu'il était à point. Au doigt, il devait être élastique et au nez, il devait dégager une odeur caractéristique et forte de fermentation. D'ailleurs, à ce stade, il est interdit de le goûter. On peut l'apprécier vraiment que lorsque la cocoyote est terminée. Moi, perso, je dirais même que c'est dangereux de le goûter, ou alors faut perdre à un pari un soir où on est bien bourré. Enfin, excusez-moi, mais là, moi, goûter du méton comme ça, non, 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 non. Non, non, vraiment pas. Non, sans façon. Voilà, voilà. Alors sinon, après, donc on est passé à la fabrication industrielle de la cocoyote, qui date de la fin du 19e siècle, où les laiteries se sont développées partout. Les machines à écrémer remplacent l'écrémage à la main, et c'est là que l'on commence à faire du méton industriel. Pour la cocoyote apparaît en bol. Elle se vend non seulement en Franche-Comté, mais aussi dans de grandes villes telles que Lyon ou Paris. Or maintenant, on en trouve un peu partout, mais honnêtement, je ne sais pas quelle marque fait cette cocoyote. Personnellement, j'en ai déjà mangé dans le sud de la France, qui était immonde. Voilà, donc attention. La cocoyote ne se conserve pas, elle est difficilement transportable. Elle s'aigrit, moisit, devient rapidement immangeable. Perso, j'ai déjà testé des voyages en train, bon pas avec de la cocoyote finie, puisque maintenant il n'y a plus de problème, mais avec du méton. Bizarrement, le wagon se vide autour de toi. Oui, 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 je vous promets que le wagon se vide. C'est assez terrible. Voilà, donc comment est-on arrivé à faire de la cocoyote un fromage de longue conservation ? Alors, un de ceux à qui on doit la trouvaille est Laurent Raguin, le fondateur de la cocoyote Raguin de Baume-les-Dames. Pendant la guerre de 14, comme tant d'autres, il est mobilisé. La cocoyote lui manque. Il demande à sa femme de lui en envoyer. Mais les transports sont lents et la cocoyote arrive bien souvent moisie et immangeable. Alors, Madame Raguin fait un essai de stérilisation et la cocoyote arrive en bon état. À la fin de la guerre, Monsieur Raguin s'installe à Baume-les-Dames et poursuit les essais de sa femme. Par pasteurisation, il parvient au résultat recherché. La cocoyote Raguin est née. Les conservations en fer réalisées, nous pouvons donc lui associer le nom d'un illustre franc-comtois sur lequel nous reviendrons plus tard, Louis Pasteur. Voilà. La cocoyote industrielle, née entre les deux guerres, n'a pas cessé de se développer depuis, et aujourd'hui, 4 entreprises la fabriquent couramment. D'autres essayent d'en fabriquer, mais honnêtement, c'est pas la même qualité. Enfin, moi, je suis une franc-comtoise qui parle, hein. Après, voilà. Donc la cocoyote la plus consommée est celle nature, à l'ail, mais on trouve également au vin blanc, au vin jaune, oh putain, au vin jaune c'est une tuerie, à l'échalote, à l'absinthe, au kirsch, au cumin, etc., etc. Il serait difficile de donner une recette à base de cocoyote, mais personnellement, j'ai les traditionnelles tartines de cocoyote avec du beurre ou non. Moi je mettais du beurre, je les trempais dans mon chocolat chaud quand j'étais plus jeune pour le petit-déj, c'était juste trop bien. Et des patates avec de la cocoyote chaude versée dessus, une petite saucisse de morteau, c'est un délice. Et là, ça me donne faim, là, tu vois. Voilà. Alors, on va passer à une autre spécialité de la région, les petits coquins, la pipe. Oui, 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 la pipe. Non, rien de sexuel, juste une bonne pipe en bois fabriquée à Saint-Claude dans le Jura. Alors, la pipe n'est pas toute jeune. Dès l'Antiquité, les Romains l'utilisent pour fumer des herbes thérapeutiques. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que les premières pipes à tabac sont apparues en France. Elles étaient alors en terre, puis vinrent les pipes en fer, en porcelaine et en écume. Les pipes en bois se développèrent au XIXe siècle lorsque l'on découvrit que la bruyère, une plante méditerranéenne, était le bois idéal. Il ne brûlait pas, il était moins cher et ne parfumait pas le tabac. Donc déjà, plein d'atouts. Il avait tout pour lui, celui-là. Et bien avant la pipe, Saint-Claude était réputé pour ses moines qui travaillaient le bois depuis le 7e siècle. Au 12e siècle, Saint-Claude devint une étape du chemin de Compostelle et les moines y fabriquaient de nombreux petits objets cultes en bois.
Ils se mirent à fabriquer des pipes dès l'introduction du tabac en France. Ils utilisèrent le buis puis la bruyère à partir de 1850. La production a pris de l'ampleur, 40 millions de pipes par an au début du XXe siècle. Putain, mais même moi, j'arrive même pas à ce chiffre à l'année, quoi. C'est 40 millions de pipes, et waouh! C'est plus... c'est grave, là, à ce point-là. Voilà. Alors, elles étaient très réputées pour leur qualité et leur solidité. Elles sont toujours exportées dans le monde entier. La production aujourd'hui est de 450 000 pipes par an, ainsi que de nombreux accessoires. La pipe est donc devenue le symbole de cette petite ville jurassienne, comme le souligne la plus grosse pipe du monde qui trône au centre de Saint-Claude. Un musée de la pipe et du diamant présente en outre l'histoire de la pipe, toujours à Saint-Claude si vous voulez visiter. La promotion de cette tradition se fait également par la confrérie des maîtres pipiers, qui intronise chaque année un fumeur de pipe célèbre. Je comprends pas. J'ai pas reçu l'invitation, je comprends pas ce qui s'est passé. Ils m'ont oublié. Voilà. Alors, entre autres, il y a Bernard Blier, Michel Drucker ou encore Jean Poiret qui font partie de cette confrérie. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, comme on dit, une bonne pipe et au lit. Et à demain, enfin à demain, non, je suis fatiguée. À la prochaine vidéo, bonne soirée, bonne semaine, et prenez surtout soin de vous, bande de petits coquins, et faites l'amour à deux, ça suffit, avec votre conjoint avec qui vous vivez, profitez des instants que vous avez tous les deux, profitez de votre quotidien, même si c'est pas facile, essayez de profiter des petits bonheurs du quotidien, de la vie. Voilà, plein de gros bisous, à très bientôt.